Alors, pour ce qui est du sujet de ce soir, l'agriculture sous la dictature du capital, il ne se passe pas de semaine sans que l'actualité ne mette en lumière l'une ou l'autre des aberrations auxquelles cela conduit. Fin octobre, l'intoxication de près de 70 personnes dans le Maine-et-Loire révélait au grand public le fait que les producteurs de mâches utilisent un pesticide particulièrement dangereux, le métamsodium, qui, selon sa fiche technique, je cite, provoque des lésions oculaires graves, est susceptible de provoquer le cancer, de nuire à la fertilité ou au fœtus. Début novembre, le scandale du lait infantile du trust Lactalis connaissait de nouveaux rebondissements. On apprenait d'abord que la société avait continué à écouler 8000 tonnes de poudre de lait suspecte après le rappel des boîtes de lait. Puis que Lactalis était au courant, depuis 2015, de la présence de différents types de salmonelle dans son usine de Cran. Mardi dernier, c'était les biscuits Oreo qui étaient dénoncés pour l'huile de palme qu'ils contiennent. Une huile essentiellement issue de palmiers plantés dans des zones récemment déboisées, contrairement à ce que s'était engagé le groupe Mondelez qui les produit. Alors les pesticides qui polluent tout, les scandales sanitaires de l'industrie agroalimentaire ou les désastres écologiques s'ajoutent au mauvais traitement des animaux comme des hommes, à l'aberration que constitue la surproduction alimentaire d'un côté et la famine de l'autre. Tout cela suscite une indignation bien légitime. Mais par quoi pourrait-on remplacer un système agricole qui présente tant d'aberrations? Pour y réfléchir, il faut d'abord avoir en tête que la production agricole dans son ensemble est passée depuis longtemps sous la domination capitaliste et doit se plier à la seule loi qui règne partout dans la société, la loi du profit maximum, en toutes circonstances et quelles qu'en soient les conséquences. Alors nous, communistes révolutionnaires, pensons que c'est là, et là seulement, que réside le problème. Si l'on veut une agriculture qui soit moderne et rationnelle, basée sur les connaissances et les progrès accumulés par l'humanité, et qui soit en même temps économe des ressources naturelles, respectueuse des hommes comme des bêtes, il faudra la débarrasser du capitalisme, tout comme il faudra en débarrasser toute la société. En France, la plupart des agriculteurs restent moralement attachés au système capitaliste du fait de leur statut de propriétaires, de petits entrepreneurs. Pourtant, dans leur lutte pour défendre leurs conditions de travail et leurs revenus, voire parfois pour défendre leur existence même, ils se heurtent aux capitalistes de l'agro-industrie, de la grande distribution et aux banques. Ils auraient eux aussi tout intérêt au renversement du système capitaliste et pour cela à rejoindre le camp des travailleurs, la seule force sociale capable d'aller jusqu'au bout de ce combat. Eh bien, sur ces différents sujets, je passe maintenant la parole à Véronique Laroche. Donc ce soir, je vais envisager l'agriculture au niveau international, car le secteur agricole est aujourd'hui complètement mondialisé. Mais cette agriculture mondiale recouvre des situations des plus variées et résulte de processus historiques qui le sont tout autant. Il me serait évidemment impossible d'en faire le tour ce soir. Je vais donc souvent prendre l'exemple de la France pour illustrer tel ou tel de mon propos. Donc je voudrais montrer comment l'agriculture est passée sous la domination du capitalisme. Cela s'est fait d'abord par l'intégration des produits agricoles au marché capitaliste, puis par des investissements de capitaux dans diverses activités agricoles, investissements réalisés dans le seul but d'en tirer du profit. Mais dans tous les pays du monde, une agriculture familiale, non capitaliste, c'est-à-dire pratiquée dans l'unique but de faire vivre la famille, a perduré jusqu'à aujourd'hui. Ces exploitations familiales n'ont pas pour autant échappé à la mainmise capitaliste. Les agriculteurs sont toujours aujourd'hui sous la domination et le contrôle étroit des banques, auxquelles ils sont obligés d'emprunter, et des industriels auxquels ils ont affaire.
ceux qui leur vendent des engrais, des pesticides, des aliments pour le bétail, des engins agricoles, comme ceux qui leur achètent leur production pour la transformer. Donc je vous propose de voir maintenant comment tout cela s'est mis en place. En Europe de l'Ouest, l'intégration de l'agriculture à l'économie de marché a commencé avec le renouveau des villes et du commerce au XIIe et XIIIe siècle. Les seigneurs féodaux, obligeant les paysans sous leur coupe à payer les redevances en argent plutôt qu'en nature, ces derniers, les paysans, ont dû se mettre à vendre une partie de leur récolte, de leur production, sur le marché pour se procurer cet argent devenu indispensable. Les produits agricoles sont ainsi devenus des marchandises. Par la suite, la première incursion majeure du capitalisme dans l'agriculture s'est faite au XVIIIe siècle au travers du mouvement dit des enclosures, comme on l'a appelé en Angleterre. Afin de tirer profit de l'explosion des besoins en laine de l'industrie textile, les grands propriétaires féodaux ont constitué sur leurs terres d'immenses pâturages destinés à l'élevage du mouton, qu'ils ont entourés donc de clôtures, d'où le nom enclosure. Or, depuis des siècles, la coutume féodale avait permis à la paysannerie pauvre et sans terre de se servir collectivement de ces terres non cultivées, en particulier pour faire paître les quelques bêtes possédées par chaque famille. La propriété foncière féodale avait ainsi assuré la survie, certes des plus précaires, de vastes masses paysannes. Mais avec les enclosures, la propriété féodale s'est transformée en propriété capitaliste. Et les paysans pauvres qui étaient présents sur ces terres, dont l'agriculture familiale ne rapportait rien aux grands propriétaires, en ont été brutalement chassés pour y être remplacés par des moutons qui, eux, pouvaient rapporter gros. Ce mouvement commençait en Angleterre, où le développement capitaliste était le plus précoce, s'est étendu au reste de l'Europe de l'Ouest. Puis, l'apparition de nouveaux marchés potentiels a fait monter la cote de l'agriculture parmi les capitalistes, en particulier dans le domaine de la production des céréales. Ils ont investi dans de grandes exploitations céréalières en mettant en œuvre les techniques les plus avancées du moment. Le cas de la France est un peu particulier. Pendant la Révolution de 1789, qui a duré en réalité une dizaine d'années, l'éradication du système issu de la féodalité est allée plus loin que dans tous les autres pays d'Europe. Les terres confisquées aux clergés et aux aristocrates émigrés ont été revendues par l'État révolutionnaire, et c'est ainsi que la bourgeoisie française s'est créée une base sociale particulièrement solide, avec une nombreuse paysannerie propriétaire de ces terres. En revanche, ça a conduit à une propriété foncière très morcelée, ce qui allait rendre plus difficile qu'ailleurs la constitution de grandes exploitations et retarder pour longtemps le développement d'une agriculture capitaliste en France. De l'autre côté de l'Atlantique, les grandes plantations de canne à sucre, de tabac ou de coton, implantées aux Caraïbes, au Brésil, dans le sud des États-Unis, sont devenues au début du XIXe siècle de véritables exploitations capitalistes dont la production était entièrement dédiée à l'exportation vers l'Europe. Elles étaient basées sur une forme anachronique et particulièrement barbare d'exploitation du travail humain. Je veux parler de l'esclavage des Africains qui avaient été arrachés à leur région d'origine et emmenés de force dans ces plantations outre-Atlantique. Dans le reste des États-Unis et dans d'autres pays dits neufs, comme l'Australie ou l'Argentine, les grandes exploitations agricoles de type capitaliste se sont également multipliées. Il faut dire que la terre était disponible en grande quantité et gratuite parce que les armées coloniales avaient massacré en grande partie les indigènes qui les habitaient. Au milieu du XIXe siècle, d'immenses ranchs se sont constitués aux États-Unis,
Ce sont les ranchs des westerns, qu'on connaît bien, où les cow-boys n'étaient autres que des ouvriers agricoles, des vachers, payés par les propriétaires pour surveiller et déplacer le bétail. Puis l'agriculture capitaliste s'est étendue à la production de céréales, avec la mise en culture de gigantesques parcelles et l'utilisation du machinisme le plus moderne, d'autant que dans ces pays, le manque de main-d'œuvre rendait la mécanisation indispensable. Le même processus s'est passé dans les autres pays neufs, avec des rythmes différents, n'atteignant par exemple l'Australie qu'au début du XXe siècle. À la même époque, dans les territoires colonisés par les grandes puissances européennes, des capitaux ont été aussi investis dans de grandes plantations tournées vers l'exportation. Les paysans installés sur les terres convoitées ont été chassés ou bien obligés de travailler pour les colons et de cultiver ce qu'ils exigeaient. Dans tous les cas, la production agricole vivrière a été complètement désorganisée et la prospérité des grandes plantations coloniales s'est faite au prix d'une exploitation terrible des populations locales. Chaque colonie s'est spécialisée dans certaines productions agricoles, en fonction du climat et du sol, mais surtout en fonction des besoins de leurs maîtres impérialistes. Pour ce qui concerne la France, le cacao a été imposé en Côte d'Ivoire, le caoutchouc en Indochine, l'arachide au Sénégal, le blé et le vin dans le Maghreb, le clou de girofle et la vanille à Madagascar. L'exploitation de ces plantations coloniales, a fait la fortune de grandes entreprises agro-industrielles comme Le Sueur avec l'arachide ou Michelin, là c'était le caoutchouc. De leur côté, les États-Unis ont mis la main sur l'Amérique latine et une partie des Caraïbes, après s'être émancipés de la tutelle européenne et être devenus une puissance capitaliste et industrielle de premier ordre. Et là encore, on a assisté à l'investissement de capitaux dans de vastes plantations agricoles destinées à l'exportation. Là encore, l'exploitation des populations locales a été forcenée et des fortunes immenses en sont sorties, à l'origine de puissantes entreprises agroalimentaires, comme par exemple la United Fruit Company, devenue aujourd'hui la Chiquita Brown Company. Finalement, à l'ère impérialiste, l'agriculture du monde entier, comme le reste de l'économie, est passée sous domination capitaliste. Revenons au cas de la France. Comme je l'ai dit précédemment, l'agriculture y est restée très longtemps peu mécanisée, avec des exploitations morcelées qui pratiquaient la polyculture et l'élevage sur de petites surfaces. C'est seulement après la Seconde Guerre mondiale qu'elle a connu une véritable révolution technologique. Les changements dans la production agricole ont été de plusieurs types. La grande motorisation a été introduite, avec l'utilisation des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et de bien d'autres engins motorisés toujours plus puissants. La polyculture a été abandonnée et les parcelles remembrées, ce qui a complètement modifié les paysages des campagnes. L'usage systématique d'engrais et de pesticides s'est généralisé. Et les races d'animaux et les variétés de plantes traditionnellement utilisées dans chaque région ont été remplacées par de nouvelles variétés et races, issues cette fois de la recherche génétique, qui étaient sélectionnées en particulier pour leur grande productivité. Cela a permis une spectaculaire augmentation des rendements. On récoltait par exemple 1,5 tonne de blé par hectare en 1950. On en est aujourd'hui à plus de 7 tonnes par hectare. La même évolution a eu lieu dans l'élevage. Au XIXe siècle, une vache laitière produisait moins de 2000 litres de lait par an. Aujourd'hui, cela va jusqu'à 8000, voire 10 000 litres par an. Cette augmentation des rendements,
qui est allée de pair avec une amélioration notable des transports et de la chaîne du froid, a conduit les agriculteurs à produire essentiellement pour le marché national, voire international, et quasiment plus pour le marché local, sans parler même de leur propre consommation. Cela s'est accompagné d'une spécialisation des régions dans les productions les mieux adaptées, les céréales dans les grandes plaines de la Beauce ou de la Brie, la pomme de terre dans le nord, les légumes dans le sud-ouest, les vaches laitières en Normandie, mais aussi l'élevage intensif des porcs et des poulets près des grands ports de l'Atlantique où les tourteaux de soja étaient déchargés, tourteaux qui servaient à nourrir les bêtes en question. Chaque nouvelle étape de cette mutation profonde de l'agriculture a mis en difficulté une partie des paysans, les moins équipés, les moins productifs. Ils n'avaient pas les moyens d'investir dans les nouveautés technologiques et ne tenaient plus face à la concurrence de ceux qui, eux, avaient pu le faire. Seule une petite minorité des exploitations a réussi à franchir toutes les étapes entre la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui. En parallèle, la surface des exploitations a été multipliée par 3, passant de 20 hectares dans les années 1950 à 62 hectares, donc je parle bien de moyenne, en 2017, et plus de 100 hectares en ce qui concerne la production céréalière. Ces exploitations modernes, mécanisées et motorisées, qui utilisaient des techniques de culture et d'élevage plus productives, avaient évidemment besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre pour produire des quantités équivalentes, voire supérieures. Cela a conduit à une chute importante et rapide du nombre de paysans. De 6 millions en 1946, il est tombé à moins de 1 million en 2015. Pour être exact, 885 400 personnes qui travaillent sur 460 000 exploitations, soit moins de 3% de la population active. Cette véritable saignée dans les effectifs agricoles s'est faite par le non-remplacement d'agriculteurs partant à la retraite, mais aussi par la reconversion, plus ou moins brutale, d'autres agriculteurs obligés d'abandonner leur exploitation et de trouver du travail en ville. L'exode agricole est devenu massif et les industries, alors florissantes, ont globalement absorbé l'afflux de main-d'œuvre qui en a résulté. Mais pour beaucoup d'agriculteurs obligés d'abandonner leur exploitation devenue non rentable, c'était un drame, même s'ils quittaient une vie et des conditions de travail qui étaient loin d'être faciles. Et il est significatif de voir que le taux de suicide chez les agriculteurs a été, pendant toute cette période, bien plus élevé que dans le reste de la population. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, parce que le processus continue. Cette transformation du secteur agricole s'est faite sous l'égide de l'État. La politique agricole de l'État français n'a pas seulement accompagné la modernisation de l'agriculture, mais elle a consisté à favoriser systématiquement les plus gros exploitants et elle a permis un enrichissement spectaculaire des industriels liés au secteur agricole. Les motivations mises en avant par les gouvernements pour justifier leur politique agricole semblaient pourtant des plus nobles. Juste après la guerre, il s'agissait de permettre au pays d'accéder à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire. Puis, il a été question de soutenir la modernisation des exploitations dans l'intérêt des agriculteurs, disait-il. À partir des années 1960, cette politique agricole s'est menée dans le cadre de la PAC, la politique agricole commune, aux États de l'Union européenne. La PAC a été conçue par la Commission européenne, c'est-à-dire une émanation des États européens eux-mêmes. Son principal objectif était la mise en place d'un marché commun pour offrir un plus grand champ de manœuvre
aux gros producteurs et aux entreprises capitalistes du secteur. Elle a aussi consisté en un certain nombre d'aides à l'exportation et de mesures protectionnistes contre les importations, destinées, là encore, à soutenir ces capitalistes face à la concurrence internationale. L'Union européenne garantissait aussi un prix minimal de rachat aux agriculteurs. Quand les prix chutaient, elle rachetait la production agricole à ce prix garanti, se chargeant de la stocker en attendant que les prix remontent. Pardon. Du fait de la modernisation de la production agricole qui se poursuivait dans le même temps, cette politique a conduit rapidement à une augmentation importante des quantités produites, qui ont dépassé dès les années 1970 les besoins alimentaires des Européens. Mais alors que cette augmentation de production aurait dû constituer un progrès permettant de nourrir les populations, non seulement en Europe, mais au-delà, eh bien cette politique, elle s'est soldée par un énorme gâchis. Les crises de surproduction se sont multipliées dans un secteur agricole après l'autre, entraînant un effondrement des prix qui acculait à la faillite les agriculteurs les moins compétitifs. C'est aussi pendant cette période que se sont accumulés d'énormes stocks d'excédents de production rachetés par l'Union européenne, en particulier du lait en poudre et du beurre. Une situation particulièrement choquante dans un contexte de sous-alimentation chronique au niveau mondial. L'Union européenne a finalement renoncé au prix garanti dans les années 1980. D'abord, il n'était plus question de supporter les coûts de plus en plus lourds que représentait la gestion de ces stocks de nourriture. Mais surtout, l'abandon de ce système de rachat des stocks excédentaires résultait d'un marchandage avec les États-Unis. Car ces derniers voyaient dans la politique agricole européenne une concurrence déloyale de plus en plus inacceptable pour leurs agriculteurs. L'Union européenne a donc décidé de réformer la PAC en 1984. Sa nouvelle politique agricole a consisté à contrôler et à diminuer la production de lait et de quelques autres denrées agricoles en instituant des quotas que chaque État européen, puis en cascade chaque exploitant agricole, ne devait pas dépasser. Il était aussi prévu d'indemniser les agriculteurs qui laissaient une partie de leurs terres en jachère. Cette politique n'a pas pour autant empêché que la concentration du secteur laitier continue, et elle a aussi favorisé les plus gros producteurs de céréales et autres produits végétaux. C'étaient ceux qui avaient les surfaces les plus grandes qui pouvaient se permettre d'en mettre une partie en jachère et toucher ainsi les aides de l'État, de l'Europe entre autres. On a même vu des sortes de chasseurs de primes apparaître, des gros céréaliers qui rachetaient les terres des voisins plus petits, non pas pour les cultiver, mais simplement pour les mettre en jachère et ainsi augmenter le montant des aides qu'ils percevaient. Les quotas laitiers ont duré plus de 20 ans et ont pris fin en 2015. Les règles de la PAC ont alors un peu changé, officiellement pour réparer les injustices sociales qu'elles avaient engendrées précédemment, et aussi pour mieux tenir compte de problèmes environnementaux. Mais les résultats ne sont pas probants, c'est le moins qu'on puisse dire. Ces diverses aides, qui se chiffrent tout de même en milliards d'euros chaque année, et peuvent constituer une part non négligeable du revenu des agriculteurs. Elles n'ont pourtant réduit en aucune façon les inégalités qui existent dans le secteur agricole. En voici un exemple significatif. Un céréalier du bassin parisien recevait ces dernières années 600 € d'aide par hectare de terre, alors que ces aides ne dépassaient pas 11 € par hectare pour un petit agriculteur dans les Alpes. Plus scandaleux encore, figurez-vous que les principaux bénéficiaires de la PAC ne sont pas des agriculteurs, non, ce sont des industriels, parmi les plus importants du secteur, qui n'en ont évidemment absolument aucun besoin.
Pour l'année 2016 en France, c'est le trust Lactalis, premier groupe laitier mondial, qui a touché le plus d'aides, avec 21,5 millions d'euros qu'il a mis dans sa poche. Ces sommes lui ont été versées pour l'aider, soi-disant, à stocker de la poudre de lait, sous prétexte de soutenir le cours du lait. Les autres grands bénéficiaires des aides de la PAC ont été les grandes coopératives agroalimentaires, toujours pas d'agriculteurs dans les premiers, mais aussi les champagnes Moum. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, ils ont reçu 4 millions d'euros, cette fois au titre de l'aide à la promotion du champagne et à son exportation hors de l'Union européenne. La transformation de l'agriculture que je viens de décrire, pour ce qui concerne la France et l'Europe, s'est aussi produite pour toutes les grandes puissances économiques de la planète. Et on peut affirmer que cela a constitué avant tout un énorme progrès pour le niveau de vie des agriculteurs qui ont été concernés par cette transformation. Il n'est qu'à comparer la condition actuelle des paysans européens ou américains avec celle des petits paysans du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne. Ces derniers en sont encore, pour beaucoup, à une agriculture très peu ou pas mécanisée, où la préparation de la terre se fait encore parfois avec une arère tirée par un âne, voire une simple houe, où le manque de pluie ou bien une invasion d'insectes parasites ont des conséquences catastrophiques. Sans parler du transport du foin et des autres produits agricoles qui se fait à dos d'homme parce qu'on n'a pas de camionnette pour ça. Et je devrais dire d'ailleurs à dos de femme, parce que c'est souvent elles qu'on voit ployer sous des charges plus lourdes qu'elles. Et cette modernisation de l'agriculture, elle a aussi constitué un progrès pour l'humanité elle-même, comme cela a été le cas d'ailleurs avec le passage de l'artisanat à l'industrie. Pour commencer, en Europe et aux États-Unis, par exemple, où elle a eu lieu, le spectre de la famine s'est éloigné. Elle a même permis de développer des moyens techniques qui permettaient de pourvoir aux besoins alimentaires de toute l'humanité, et cela alors que la population mondiale augmentait rapidement. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et les statisticiens qui annoncent une population de près de 10 milliards d'humains en 2050 s'accordent à dire que l'alimentation de cette population ne sera pas un problème d'ordre technique. Je dis bien d'ordre technique, car la malnutrition n'est toujours pas éradiquée, loin s'en faut. Les dernières statistiques font état de plus de 820 millions de personnes sous-alimentées dans le monde. Et on atteint même 2 milliards pour ce qui concerne ceux qui souffrent de carences alimentaires. L'agriculture moderne n'est toujours pas capable de nourrir correctement l'humanité, alors qu'elle en a les moyens techniques. Et ça suffit pour condamner un tel système. En revanche, la modernisation de l'agriculture s'est avérée très efficace pour enrichir en un temps record les capitalistes qui tirent leur profit, d'une façon ou d'une autre, de la production agricole et alimentaire. En quelques décennies, des trusts puissants se sont constitués dans le machinisme agricole, la production d'engrais et de pesticides, d'aliments transformés, d'aliments pour le bétail. D'autres capitalistes, ou les mêmes d'ailleurs, ont fait leur fortune dans le transport, la grande distribution, le conseil technique aux agriculteurs, sans oublier le secteur bancaire. Parmi les plus gros du secteur, le trust Cargill, dont l'origine remonte à 1865 aux États-Unis, a des contrats de production de céréales ou bien d'élevage de bœufs et de porcs avec 155 000 collaborateurs, comme ils les appellent, qui sont répartis dans 70 pays. Le trust leur vend les semences,
les engrais et les tourteaux de soja destinés à l'alimentation du bétail. Il s'occupe ensuite du transport et de l'exportation des céréales, de la transformation industrielle du soja, de celle des viandes de bœuf et de porc, et pour finir, de la vente des produits transformés dans la grande distribution. Il fournit aussi à ses clients de l'énergie, de l'acier, du sel, de l'amidon, et, cerise sur le gâteau, il a même développé une activité financière. Cargill se vante d'avoir réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de près de 110 milliards de dollars et un bénéfice net de près de 3 milliards de dollars. Nestlé, créé en 1866, évolue dans la même catégorie avec un chiffre d'affaires d'environ 92 milliards de dollars et se présente comme la plus grande société de boissons et d'aliments du monde. C'est aussi devenu une entreprise incontournable pour des centaines de milliers de producteurs de café et de cacao, auxquels donc Nestlé fournit les jeunes plants et dont elle achète la production. Le groupe Carrefour, spécialisé dans la grande distribution, affiche, lui, un chiffre d'affaires de 88 milliards d'euros. La société Carrefour n'a été créée qu'en 1960, donc il y a moins de 60 ans, par 3 familles de commerçants implantés à Annecy, et elle a ouvert son premier hypermarché en 1963. Carrefour est devenu aujourd'hui un trust international de la grande distribution, comptant plus de 12 000 magasins dans plus de 30 pays. Quant à Lactalis, vous savez, l'industriel du lait qui touche le plus d'aides de la PAC en France, eh bien lui, il est issu d'une petite laiterie artisanale de la Mayenne, créée par André Beignet en 1933. Il collecte aujourd'hui 15 milliards de litres de lait à travers le monde, dont plus de 20% du lait produit en France. Emmanuel Beignet, le petit dernier, donc le patron et principal actionnaire de Lactalis, a vu sa fortune progresser de manière exponentielle. Elle est passée de 4 milliards d'euros en 2013 à 12 milliards en 2017. C'est pas mal, ouais. Ces dernières années, les opérations de fusion, acquisition et de rachat se sont multipliées parmi ces grands groupes agro-industriels. Récemment, l'opération la plus spectaculaire a été le rachat du trust agrochimique Monsanto par la multinationale de la chimie et des médicaments Bayer. Cela a coûté la modique somme de 63 milliards de dollars à Bayer. Du fait de ce rachat, 3 énormes groupes contrôlent désormais l'essentiel du marché mondial des semences et des pesticides, et on a une concentration similaire dans le marché des engrais comme dans l'industrie agroalimentaire. À côté de ces mastodontes de l'industrie, la modernisation et la concentration de la production agricole ont aussi conduit à l'émergence de ce qu'on pourrait appeler des capitalistes de la terre, des agriculteurs donc devenus de véritables capitalistes. Je n'en donnerai qu'un exemple, Xavier Belin, le très médiatisé dirigeant de la FNSEA, le principal syndicat des agriculteurs, qui est mort en février 2017. Certes, c'était un agriculteur, il possédait une ferme de 500 hectares tout de même, dans le Loiret, mais il était surtout à la tête du puissant groupe agroalimentaire Avril, spécialisé dans le colza, au chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros. Il avait également des actions dans le magazine France Agricole. Il présidait le port de commerce de La Rochelle, qui est le 2e port français pour l'exportation de céréales, et il était aussi administrateur du Crédit Agricole. Comme vous pouvez le constater, certains capitalistes des champs n'ont vraiment rien à envier aux capitalistes des villes. En France, les trusts de l'agroalimentaire de droit privé sont concurrencés par les grandes coopératives du secteur agricole.
Au départ, ces coopératives avaient été créées par des agriculteurs qui se regroupaient pour vendre et transformer eux-mêmes leur production, pour acheter en gros des engrais et des pesticides. Ils voulaient, de cette manière, valoriser leur production, sécuriser leurs revenus, et certains des fondateurs de ces coopératives pouvaient même avoir l'illusion de préserver ainsi la petite propriété privée face au capital. Mais ce n'était qu'une illusion, et l'évolution de ces coopératives les a conduites à ressembler finalement aux grandes entreprises privées de l'agro-industrie. En 30 ans, la moitié des coopératives ont disparu et celles qui restaient ont grossi en avalant les plus petites. Cette concentration a abouti à l'apparition de groupes coopératifs regroupant des dizaines de milliers d'adhérents, imbriquant des structures coopératives et des filiales de droit privé et ayant complètement intégré la logique de marché. Ces groupes, ils rivalisent aujourd'hui avec les trusts à tous les niveaux. Importance économique, envergure internationale, nombre de salariés et nombre de marques. Ces groupes coopératifs ont élargi leur champ d'action à la fourniture de bâtiments spécialisés, aux prêts aux agriculteurs et même à la spéculation autour des matières premières. Ils achètent et ils vendent des sociétés à l'échelle internationale, ils construisent des usines et distribuent leurs marques aux 4 coins du monde. Alors, je vais citer 2 de ces coopératives géantes. La Sodial, première coopérative laitière française, 5e au niveau mondial, qui rivalise avec l'Ascalis pour la collecte de lait, avec près de 5 milliards de litres de lait par an. C'est elle qui est derrière les marques Yoplait, Candia, Entremont, Le Rustique, Cœur de Lion, Régilait, et j'en oublie sûrement quelques-unes encore. Autre exemple de coopérative, la Coperle, dont on a entendu parler dans les actualités récentes. Donc elle est spécialisée dans la transformation de viande porcine. Elle compte 2700 éleveurs adhérents et 7000 salariés, ouvriers, donc dans ces divers abattoirs. Et pour compléter le tableau de famille, il ne faut pas oublier le Crédit Agricole, qui a été formé avec l'aide de l'État à la fin du XIXe siècle pour servir de coopérative de financement aux agriculteurs. À travers la modernisation accélérée de l'agriculture, dont on a parlé un petit peu plus tôt, qui a poussé les paysans à s'endetter toujours plus pour rester dans la course, des masses énormes d'argent, issues de leur travail, ont été drainées vers cette coopérative qui leur accordait des prêts. Cela a abouti à l'un des plus grands groupes bancaires européens, qui a mis la main sur la banque Indo-Suez et sur le Crédit Lyonnais, tout en élargissant ses activités à l'assurance, à l'immobilier et à la spéculation. Finalement, dans la société actuelle, les coopératives n'ont en fait que 2 possibilités. Soit elles se contentent de vivoter sur la base des activités économiques dont les capitalistes ne veulent pas parce qu'ils ne les jugent pas assez rentables, soit, pour étendre leurs activités, elles adoptent les règles du monde capitaliste et font passer la course au profit avant les intérêts de leurs adhérents qui n'ont évidemment plus aucun contrôle sur ces grands groupes. Le marché international de la production alimentaire est donc aujourd'hui dominé par ces trusts de l'agroalimentaire et ces capitalistes de la terre, qui sont donc basés pour certains en France, mais aussi en Europe, aux États-Unis, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, pour citer les principaux. Par l'intermédiaire de leurs États respectifs, ils se livrent une guerre commerciale sans merci. Et celle-ci devient de plus en plus féroce avec la crise actuelle du système capitaliste. Dans ces rivalités et affrontements commerciaux à l'échelle internationale, ce sont les pays pauvres qui s'en sortent le moins bien. Après avoir été contraints d'abolir les quelques aides à l'agriculture qui pouvaient exister, d'orienter toujours plus leur production vers ce qui se vendait sur le marché international, en particulier les matières premières agricoles d'exportation, ils ont dû ouvrir sans restriction
leur économie au pillage des trusts impérialistes. Dans la même période, les coûts de transport maritime ont beaucoup baissé, ce qui a facilité l'exportation dans le monde entier des productions agricoles et des produits agroalimentaires des pays riches. Ces produits se sont imposés partout, d'autant plus facilement qu'ils étaient proposés à bas prix grâce aux mesures de soutien à l'exportation pratiquées par tous les États de ces pays. Les productions agricoles des pays pauvres sont aussi concurrencées par les produits très compétitifs exportés par divers autres pays, où des entreprises capitalistes équipées des techniques les plus modernes se sont installées pour profiter d'une main-d'œuvre pas chère. C'est ainsi que sur les marchés africains, on trouve des oignons et des pommes de terre venant de Hollande, du riz du Vietnam ou de Thaïlande, du lait en poudre d'Europe, des tomates et des poivrons du Maroc ou d'Espagne, des cuisses de poulet congelées de Thaïlande ou du Brésil, du concentré de tomates de Chine, et là aussi, la liste pourrait être beaucoup plus longue. Alors, je vais m'arrêter sur le concentré de tomates. Bon, ça ne paraît pas, mais c'est un produit qui est important, qui fait faire beaucoup de fric à certains, vous allez voir. Donc, le concentré de tomates est en effet désormais produit en Chine à bas prix. Les industriels chinois se sont spécialisés dans ce qu'on appelle la première transformation, c'est-à-dire la production du concentré de tomates de base, à partir donc des tomates cultivées par les agriculteurs chinois aux environs. Ils vendent leurs barils de concentré de tomates à des multinationales des pays riches qui effectuent la deuxième transformation, comme le groupe américain Heinz, vous connaissez bien sûr, avec son fameux ketchup et autres sauces tomates de diverses catégories. Comme les autres, le commerce du concentré de tomates est une machine à faire du profit sur le dos des paysans et des consommateurs en utilisant, s'il le faut, des méthodes d'escroc. Par exemple, les barils de concentré de tomates ont une date de péremption et quand cette date est dépassée, le concentré commence à s'oxyder et à perdre ses qualités nutritives et gustatives. Au bout d'un moment, il est tellement oxydé qu'il devient quasiment noir. C'est ce que les professionnels du secteur appellent la black ink, l'encre noire. Bon, il est alors un peu retravaillé, additionné de quelques colorants pour le rendre quand même un petit peu plus rouge, avant d'être vendu sur les marchés africains. Et cette pratique n'est pas limitée à quelques industriels chinois peu scrupuleux. Il y a toute une filière de la black ink et des spéculateurs européens spécialisés dans l'achat et la vente de ce type de produits. La guerre commerciale, de plus en plus exacerbée entre les trusts et leurs pays d'origine, n'est pas la seule conséquence de la crise du système capitaliste. Celle-ci se traduit aussi par la fuite des capitaux du secteur productif, jugé trop peu rentable, vers le secteur financier et la spéculation. Ce phénomène de financiarisation touche l'agriculture comme les autres secteurs de l'économie. Les prix auxquels sont vendues les denrées alimentaires fluctuent bien sûr depuis que le commerce existe, et la spéculation sur ces prix existe depuis aussi longtemps. Mais à partir des années 1990, cette spéculation a pris une ampleur nouvelle. Les capitalistes se sont mis à emprunter des sommes considérables pour spéculer, à faire des paris toujours plus risqués, en espérant gagner d'autant plus que le pari était plus grand. Cette folie a touché tout ce qui peut s'acheter. Les œuvres d'art, les grands crus, les start-up de l'informatique, les crédits immobiliers et aussi les productions alimentaires, c'est-à-dire ce qui est vital pour l'humanité. En 2008 a éclaté la crise des subprimes, ces crédits immobiliers souscrits par de nombreuses familles américaines qui bien souvent n'en avaient pas les moyens. Les spéculateurs ont alors délaissé les nombreux produits financiers qui étaient basés sur ces crédits hypothécaires,
dont on soupçonnait soudain que beaucoup ne seraient plus remboursés. Et en quête de placements plus profitables pour leurs capitaux, ils se sont jetés sur tout ce qu'ils trouvaient, notamment sur les matières premières agricoles. Cette ruée des spéculateurs sur les produits agricoles a entraîné une hausse spectaculaire des prix de certains d'entre eux, le blé, le maïs, le riz. Les conséquences ont été terribles pour les pays pauvres, où les familles dépensent la majeure partie de leurs maigres revenus dans l'achat de nourriture, et en particulier de quelques produits de base comme ces céréales, justement. Et l'on a vu réapparaître cette année-là les émeutes de la faim dans plusieurs pays d'Afrique, à Madagascar, aux Philippines et en Haïti. Mais cela n'a pas arrêté les spéculateurs, bien au contraire. Depuis, toutes les banques se sont dotées d'équipes spécialisées dans les denrées alimentaires, qui profitent des derniers progrès technologiques pour optimiser leur placement. C'est ainsi que les images satellites des champs, prises à différents moments de leur développement, ne servent pas seulement aux agriculteurs pour mieux adapter aux besoins les apports d'engrais ou les traitements. Elles sont aussi utilisées par les spéculateurs pour faire des paris sur la date et la qualité des récoltes futures. Aujourd'hui, le monde de la finance est entré dans le quotidien des agriculteurs. Les céréaliers, par exemple, du plus petit au plus grand, passent un certain temps sur leur ordinateur pour surveiller les cours du blé donnés par la bourse. Et ils décident au dernier moment, selon les cours, justement, de ce qu'ils vont planter, ce qui contribue à amplifier les pénuries ou au contraire les surproductions. Il existe aussi tout un marché spéculatif sur les composants des aliments pour le bétail, qui impactent très fortement les élevages de porcs, de volailles ou de veaux. Les industriels qui leur fournissent ces aliments se payent des nutritionnistes chargés d'élaborer les mélanges les plus efficaces et surtout les moins coûteux. Mais ils se payent aussi une ribambelle de commerciaux qui passent leur journée au téléphone, à téléphoner dans le monde entier pour trouver des marchandises à bas coût. Quand les prix du blé ou du maïs flambent, ces céréales considérées comme de luxe sont remplacées par d'autres végétaux, comme par exemple le manioc, qui fourniront les glucides nécessaires aux animaux, mais rendront parfois ces animaux malades. Un technicien de l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, a même rapporté que le nutritionniste de l'une de ces usines l'a un jour appelé pour savoir si l'on pouvait donner de l'huile de coton à manger aux porcs. Quelle idée! Quand le technicien de l'INRA lui a demandé pourquoi il se posait cette question saugrenue, le nutritionniste lui a répondu que son entreprise venait de s'en procurer un lot pour pas cher. Un autre aspect de la financiarisation de l'agriculture est l'achat des terres agricoles pour des raisons spéculatives. Ce phénomène touche les pays pauvres, en particulier l'Afrique, où la propriété privée de la terre n'est pas encore clairement établie, bien souvent, et où les gouvernements, en quête d'argent frais, bradent d'immenses surfaces aux spéculateurs internationaux. Les agriculteurs qui travaillent ces terres depuis des générations, mais qui n'ont pas les titres de propriété en bonne et due forme, en sont chassés manu militari pour laisser la place aux cultures lucratives voulues par les financiers. C'est un drame pour les habitants de villages entiers qui perdent ainsi leur seule source de survie et n'ont d'autre solution que de rejoindre les bidonvilles urbains déjà surpeuplés et miséreux. La spéculation sur les terres domine aussi depuis des années, depuis longtemps, l'agriculture britannique, avec des conséquences bien sûr moins dramatiques, mais tout aussi contraires à l'intérêt des populations. Et récemment, cette spéculation foncière a aussi fait son apparition en France, où l'on voit se multiplier les achats par des capitalistes et des financiers français et internationaux de grands vignobles ou de milliers d'hectares de terres agricoles dans les régions les plus rentables.
Donc, je voudrais aborder maintenant une autre aberration de l'agriculture actuelle. Ce sont les dégâts sur l'environnement et les problèmes de santé publique qui en découlent. La déforestation à grande échelle dans toutes les forêts tropicales du monde participe par exemple à la modification du climat de la planète entière. En Malaisie et en Indonésie, où elle est la plus importante, une bonne partie de cette forêt tropicale a été remplacée par d'immenses champs de palmiers à huile. Les populations paysannes y ont été ruinées, expulsées, violentées, empoisonnées, alors que les grandes sociétés spécialisées dans le palmier à huile n'ont fait que prospérer. Car l'huile de palme a tellement de qualité qu'elle est devenue un ingrédient incontournable dans toute l'industrie alimentaire et cosmétique. D'autant plus d'ailleurs qu'elle est très peu coûteuse du fait justement de l'exploitation des ouvriers qui travaillent sur les plantations, dont beaucoup d'enfants d'ailleurs. La progression des plantations de palmiers à huile n'est donc pas près de s'arrêter. Et les capitalistes du secteur ont commencé à se jeter sur les forêts du Vietnam et de certains pays d'Afrique pour augmenter toujours plus les surfaces et, bien sûr, leurs profits. Ce sont d'autres productions agricoles qui mettent à mal la forêt amazonienne depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire l'élevage extensif des bovins et la culture du soja. Derrière les producteurs brésiliens de soja, on trouve les multinationales du secteur agro-industriel, comme Cargill, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Ces multinationales qui encouragent la déforestation pour élargir leur approvisionnement en soja, en grande partie destiné à l'alimentation animale aux États-Unis et en Europe. À la suite d'une campagne de Greenpeace, qui ciblait en particulier McDonald's et ses McChicken à base de poulet nourri au soja, un moratoire, c'est-à-dire une suspension provisoire, a été signé en 2006 entre l'État brésilien et les principaux capitalistes qui étaient impliqués, en particulier Cargill et McDonald's. Et ce moratoire a été reconduit jusqu'à présent. Et donc les signataires s'engagent chaque année à ne pas acheter de soja venant des terres d'Amazonie déboisées après 2006, donc récemment. Est-ce seulement l'effet du moratoire ? En tout cas, en 2016, moins de 2% seulement du soja planté au Brésil l'a été sur des terres déboisées récemment, alors que ce taux atteignait 30% en 2006. Mais cela n'a absolument pas réglé le problème environnemental, bien au contraire. Car les capitalistes sont prêts à contourner tous les moratoires, toutes les lois, pour continuer à engranger leurs profits. Et l'on a vu les mêmes entreprises capitalistes qui avaient signé ce moratoire inciter à de nouveaux déboisements, mais dans les pays limitrophes. Dans la dernière décennie, le soja s'est répandu comme une tache d'huile au Paraguay, en Argentine et en Bolivie. Cet exemple, parmi bien d'autres, montre tout ce qu'il y a d'illusoire à essayer de convaincre les capitalistes d'être plus vertueux, y compris par la pression de l'opinion publique, comme le font justement Greenpeace et d'autres organisations écologistes. Les capitalistes, on ne les convaincra pas. Ce n'est que par la contrainte qu'on les amènera à abandonner leurs pratiques polluantes. Bon, je vais m'arrêter là.